L'impôt, c'est vous. Par conséquent, nous sommes directement intéressés à ce que vous parveniez à faire face à ces défis et que vous ne soyez pas écrasés. Car si vous l'êtes, nous le serons à notre tour. Et si vous poussez jusqu'au bout le projet révolutionnaire, alors nous en bénéficierons. Je n'aurai pas l'impertinence de vous demander quel est votre projet révolutionnaire. Je vous appelle à en avoir un. On n'a jamais vu une révolution l'emporter sans stratégie ni projet. En général, ce sont les ennemis qui l'emportent. Moi, je sais ce que je veux pour la révolution citoyenne de mon pays. Nous appliquerons, le moment venu, la désobéissance aux règles injustes. Le peuple français se prononcera contre les traités européens. Nous voterons et voterons encore chaque fois qu'il faudra prendre des décisions. Car l'écosocialisme du XXIe siècle, lui, sait qu'il ne peut vivre et se développer que grâce et par la démocratie, tandis que nos adversaires de droite et néolibéraux, qui nous ont fait tant de leçons dans le domaine de la démocratie, viennent de faire la démonstration de comment ils chassent les gouvernants quand ils ne leur conviennent plus, comme ils l'ont fait en Grèce, lorsque ce misérable Papa Andréou, ayant eu un remords, s'est mis dans la tête de vouloir consulter le peuple grec, il a été congédié en 24 heures. Lorsque le même problème s'est posé en Italie, on y a installé ce monsieur Mario Monti, petit génie qui par un temps croupit à 12% des intentions de vote, ce qui pour un homme qui était célébré par la presse entière est quand même assez misérable. Et cet homme a été d'abord nommé sénateur à vie sans avoir jamais été élu par personne avant d'être nommé Premier ministre de son pays 3 jours plus tard. Voilà les grands démocrates qui viennent nous faire des leçons à nous qui défendons les idées de l'écosocialisme. Je le mentionne seulement parce que vous ne comprendriez pas que dans mon discours il n'y ait pas quelqu'un qui prenne les gifles, mais aussi pour vous rappeler quelle est notre place et notre responsabilité singulière dans l'histoire. La révolution citoyenne dans mon pays aura un instrument. Cet instrument s'appelle la planification écologique, c'est-à-dire la réorganisation de l'ensemble de l'activité productive et des échanges sur la base d'un modèle écologiquement responsable et soutenable. Pour cela, nous avons besoin du concours de toutes les intelligences, car contrairement au sarcasme de ceux qui prétendent que l'écologie politique du socialisme, c'est le retour à la bougie ou aux cavernes, ils ne savent pas que c'est tout le contraire. Pour réorganiser la production, la sidérurgie, les raffineries, la production d'énergie, nous avons besoin de milliers d'ingénieurs, de milliers d'ouvrières et d'ouvriers hautement qualifiés, c'est-à-dire en redéploiement général de l'activité humaine, dans lesquels nous manquerons de bras et nous manquerons de tête, plutôt que comme aujourd'hui, montrer du doigt à peu près tout le monde, précariser tout le monde, repousser dans le chômage la masse de la population qui ne demande qu'à bien faire et à être utile à son pays. Ensuite, nous ne le ferons pas d'après des songes creux et je ne sais quelle injonction qui nous serait donnée à tel ou tel moment, mais d'après une règle, celle qui incarne notre responsabilité devant l'écosystème, c'est la règle verte, c'est-à-dire ce fait que nous ne prendrons jamais plus à la Terre davantage que ce qu'elle peut reconstituer dans l'année qui suit. Savez-vous qu'à présent, cette reconstitution cesse d'être possible dès le mois de septembre? Et que donc nous sommes en dette écologique à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin du mois de décembre, et qu'au cours des 2 dernières années, nous avons perdu un mois de cette manière. Croyez-vous qu'on pourra continuer comme ça à vivre sur une dette écologique de cette ampleur qui est autrement plus terrible que la dette financière, qui elle, vous le savez bien, sera qu'il n'en traite plus, on paye ou on ne paye pas. Hein. Je vous le rappelle, et je le rappelle à tous ceux qui sont dans cette salle, je pourrais avoir des doutes sur le rapport de force que nous sommes capables d'établir avec ceux qui prêtent. Voilà, mesdames et messieurs, résumé la doctrine de l'écosocialisme et son plan. Nécessairement, les êtres humains doivent regarder, et regardent toujours, plus haut que l'horizon. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous sont revenus, je pense, et notamment pour les plus jeunes, des illusions et des songes creux de la société néolibérale, qui a voulu faire croire à chacun que le but suprême de l'existence et le moteur principal de la vie est la cupidité, l'accumulation, le mépris des autres, l'autosatisfaction en se disant que les autres se débrouilleront bien pour rattraper le peloton de tête. Oui, j'en ai vu des gens qui ont brûlé leur vie de cette façon dans les années 90 et 2000, qui nous considéraient, nous, comme des rêveurs, des archaïques. Où sont-ils, regardant leur pauvre vie
Tant d'énergie dépensée, tant de soirées revenues à la maison avec l'ordinateur sous le bras pour continuer à travailler le soir, et le samedi, et le dimanche, pour être le meilleur cadre, le plus performant, pour passer du CDD au CDI, en espérant avoir une augmentation de salaire peut-être, ou que le patron vous regarde d'un bon oeil, ou le chef qui n'est que son petit griot, ou le sous-chef, ou l'interchef, et ainsi de suite, de la pyramide humaine, du sommet jusqu'en bas, une file d'exploitation, de mépris et de frustration. Pourquoi tout ça? Pour rien. Pour rien. Il ne reste des cendres et le goût de la craie dans la bouche, au lieu des bonheurs simples de l'existence qui sont donnés sans compter quand on se contente et comme ça remplit le cœur d'une personne, du travail bien fait, de l'amour donné aux autres, de la fraternité, de la poésie, du temps libre et du droit de feillasser quand on en a envie. Il faut tourner la page de ce système infect et infernal, de ces valeurs pourries, de l'esthétisation permanente que le capitalisme produit à longueur de série B, des valeurs de la violence, d'une sexualité qui n'a qu'un rapport fort lointain avec l'amour, et combien d'autres choses, des sentiments humains les plus nobles, prostitués dans la société marchande. L'éco-socialisme, le républicanisme accompli auquel nous appelons, n'est pas seulement un régime politique, c'est une aspirance humaine, une aspiration humaine, un horizon. Je suis certain qu'au bout du compte, nous finirons par en faire entendre cette voix plus forte que toutes les autres. Mais en attendant, et avant que nous puissions n'avoir entre nous à échanger que des poèmes, il nous faut des victoires. Nous avons besoin de la vôtre. Vous le savez bien. Je connais toute la difficulté du combat que vous menez. La mort de Belaïd a envoyé un signal dont vous devez sentir toute la profondeur. Cependant, qu'il me soit permis pour conclure, de m'adresser aux miens, qui sont dans cette salle. Notre courant politique, si divers, si bigarré, si compliqué, si coupeur de cheveux en quatre, si amateur de bataille pour des virgules et des adjectifs. Notre courant, qui un temps a failli être effacé, emporté qu'il était de tous côtés, que ce soit par l'effondrement du communisme d'État, que ce soit par l'avachissement de la social-démocratie internationale, que ce soit par la difficulté de faire vivre le patriotisme républicain comme autre chose qu'un égoïsme. Tout ce qui a failli nous faire disparaître, ceci a commencé à reculer. L'époque qui commence pourrait être la nôtre après la décennie terrible néolibérale, puisque la lumière qui s'est levée en Amérique du Sud a trouvé ici son prolongement. Vous faites preuve d'un sang-froid admirable. Je forme les vœux les plus ardents pour que vous le conserviez. Aussi longtemps que votre révolution restera dans son chemin pacifique, vous avez une chance de la faire triompher par les voies de la raison, de l'argumentation. Tandis que la violence dans laquelle on voudrait vous entraîner en représailles de celle que nous avons dû subir conduirait à cette forme particulière de la guerre qui reste une guerre qui est la guerre civile. Et dans la guerre civile, celui qui l'emporte, ce n'est pas le plus convaincant, c'est le mieux armé. Et le mieux armé n'est jamais que le jouet de celui qui lui a fourni des armes. Nous ne les avons pas, ces armes. Au demeurant, nous ne les souhaitons pas. Nous souhaitons vaincre par la conviction. Nous avons besoin de peuples éclairés par la lumière de la raison. Nous avons besoin de conscience. Nous avons besoin d'éducation politique. Et dans les périodes de révolution, on apprend vite, je sais très bien que vous avez vos moments de désespoir. Et en ce moment même, vous vous demandez comment vous allez sortir de la nouvelle étape de la révolution qui se présente sous vos yeux. Et je suis comme vous, plein d'effroi et d'enthousiasme en même temps, me demandant comment vous allez faire, par quel côté vous allez sortir.
Mais Tunisiennes, Tunisiens, ne doutez jamais du fait qu'à chacun de vos actes, vous êtes les mandants de l'humanité universelle, de tous nos cœurs. Merci à vous. Je remercie chaleureusement notre ami Jean-Luc pour cet exposé profond, instructif, suggestif et enrichissant, je l'espère, pour un débat qui tarde à se renforcer, à s'élargir et à s'approfondir concernant les alternatives au tourisme. Jean-Luc nous a rappelé le contexte, avec ses mutations, avec ses bifurcations. Il nous a fait un diagnostic d'un système capitaliste mondialisé qui part à sa perte et entraîne avec lui la perte de toute l'humanité. Il nous a rappelé les solutions alternatives qui s'offrent à nous, à savoir la solution néolibérale et son échec, à savoir la solution social-démocrate et ses limites dans le contexte actuel de mutation. Enfin, il nous a présenté le contour d'un système d'éco-socialisme qui vise en premier lieu à rompre avec la logique de la marchandisation et du productivisme qui justement qui est basé sur la poursuite égoïste, effrénée de l'intérêt individuel, obnubilé par le court terme. Un éco-socialisme qui réhabilite l'intérêt général avec au centre des préoccupations concernant l'être humain en tant qu'élément de l'écosystème. Un système éco-socialiste qui prend en compte les besoins humains avant tout et les limites de la planète en repensant nos façons de produire, d'échanger et de consommer. Qui réhabilite aussi, un éco-socialisme qui réhabilite la planification écologique stratégique qui prend en compte le temps long et la maîtrise publique de notre destin collectif. Bref, quelques éléments que j'ai tenu à rappeler et qui tentent de définir un autre modèle de progrès. Maintenant, étant donné les contraintes et les engagements que nous avons, surtout que Jean-Luc a, donc je vais ouvrir le débat et vous m'excusez, je vais limiter ce débat à 5 interventions avec 3 minutes pour chacun. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, le nom, c'est... 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Ok, ben... Bon, je vais prendre le nom. S'il vous plaît, vous prononcez votre nom. Hassania Chalbi Drissi. Seul. Je commence par une date. Deuxième nom. Je vais prendre la liste et je vais la clore. Hayat. Bah, on ne va pas avoir que des femmes, hein. Il faut des hommes. Oui, comme il dit. Non? Jawhar. Sérieux. Hayat. Jawhar. Mohamed El Fatah.
Fatah, c'est Mohamed Fatah. J'ai besoin d'un autre nom. Et on va faire le déséquilibre. Nadia. Bon. Par galanterie, donc, nous aurons à écouter 3 femmes et 2 hommes. Parce que voilà. Nous, quand on fait, on n'hésite pas. On va jusqu'au bout. Bon, alors, la parole est à notre ami Sam. Hassania. نعم بالحياة كيفاش خدمت القانون من الفوق وما بداش Merci Monsieur Mélenchon pour cette intervention très lucide, très convaincante, mais révolutionnaire en même temps. Je vous félicite, monsieur, votre façon de réunir la lucidité et la note révolutionnaire dont nous avons encore besoin en notre pays. Je remercie aussi monsieur Chakal Taïf, Maison de la Culture Balachir, et tous ceux qui ont présenté M. Mélenchon. Je vais vous présenter, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ai 2 petites remarques. La première, elle est d'ordre conceptuel par rapport au concept de progrès humain. Les néolibéraux, début XXe siècle, jusqu'à la moitié du siècle dernier, ont toujours lié aussi, ont toujours fait la liaison entre le progrès économique et le progrès humain, pris dans le sens de progrès moral. Ma question est la suivante. Est-ce que vous prenez le concept de progrès humain dans la même terminaison et la même signification que celle utilisée par les néolibéraux et par tous les libéraux du XXe siècle? Ma deuxième question est la suivante par rapport à nous, pauvres, les pauvres de l'humanité. Elle est la suivante. Comment pourrions-nous aujourd'hui convaincre les Tunisiens d'abord par la révolution ou par la perspective ou par cette nouvel horizon éco-socialiste, alors que la plupart de nous considèrent toujours que cette approche est un luxe, est toujours un luxe par rapport à un peuple appauvri et par rapport à un peuple qui cherche encore, et en premier lieu, la démocratie. Comment pourrions-nous convaincre? Quels sont les outils, quels sont les moyens qui nous aideront à convaincre les Tunisiens en premier lieu par l'efficacité et par la nécessité de cette nouvelle horizon éco-socialiste? Et merci. Merci à vous. Donc, je ne sais pas si Sam est prête pour prendre la parole, non? Oui, oui. Sam. Celui d'une famille tunisienne ou marocaine ou de du sud de la Méditerranée pendant 1 mois au moins. Merci. Bon, ma première question, j'ai été interpellée par 2 de votre idées. Premièrement, l'équivalent matériel des monnaies. Nous avons, à ma connaissance, 2 pays au monde qui ont leur monnaie qui a leur équivalent en or, à savoir la Chine et la Libye. Or, pourquoi ces 2 pays ont eu des sorts différents? Deuxièmement, vous avez fait allusion au traité Union européenne Tunisie que vous nous déconseillez. Et je suis d'accord avec vous. Ce traité de relations privilégiées a été signé avec le Maroc.
il a été signé ou en voie d'être signé avec Israël. Et la Tunisie souhaite le signer. Pourquoi l'Union européenne tient à mettre les pays d'Afrique du Nord sur un même pied d'égalité qu'avec Israël? Je vous remercie. Bon, la parole maintenant à Jawad. Monsieur Mélenchon, Aslem. Vous m'avez compris? Aslem. Faites l'effort, monsieur Mélenchon. Bonjour, en arabe. Vous allez partir en Algérie, au Maroc, je crois. Hein. Je vais vous aider. Hein? Au moins, on dit Aslem. Aslem, c'est bonjour. Hein? Bon, je suis un simple Tunisien. Peut-être, je suis un des rares arabophones ici. Un des rares. Oh, c'est pas grave. Nous sommes tous des Tunisiens. Bon, peut-être. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis un illettré politique. J'ai commencé à comprendre la politique avec Chokri Belaïd. Et je suis vraiment très content d'écouter monsieur Mélenchon, qui, je crois, c'est le Belaïd français. Question, d'accord, je vais pousser la question. Dans quelques-uns de vos discours, vous suggérez aux Tunisiens de s'arc-bouter, quelque chose comme ça. Voilà. J'aimerais bien écouter vos conseils. Comment agir devant l'extrémisme des quelques musulmans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et merci. C'est pas de faire. السلام عليكم. سؤالي لو يسمح باش نسأل بالعربية والأستاذ مدير يجي ترجم. الثابت تاريخيا وأن تونس كان اسمها يبقى تطبيق للديريكتور. ما تغشش روحك يا شيخ. الثابت تاريخيا وأن تونس كان اسمها مضمون روما. ولو أعطيت تونس في ذلك الوقت ولاية لأعطي لها علم الشيوعية الآن. إلا أن هذه الأيام لا يوجد فيها يد عاملة لجني التمور والزيتون والقمح وما إلى ذلك. هل بإمكان الأخ أن يفسر ذلك سبب العلة؟ ومشكور مسبقا. Je vous pose une question. Quel est votre point de vue? Que se trouvent en France deux militants, Georges Brahim Abdallah et Carlos? Est-ce que le Parti communiste le classe dans le communiste ou bien de résistance des militants? Vous parlez. Est-ce que le Parti communiste français le classe ces deux militants comme des terroristes ou bien des résistants? Est-ce que vous êtes d'accord de les libérer et que votre pays le garde encore aux prisons par des ordres des Américains? Monsieur Mélenchon,
Vous avez déjà parlé des pays de Méditerranée. Alors je vous pose une question. Quand on parle des pays de Méditerranée, vous parlez d'un État palestinien sur le territoire de 1948 ou bien de l'État israélien. Et que je vous assure qu'on va les arracher dans notre pays car ils représentent le projet impérial français et américain. Et merci. احنا نعرف جيدا ان هناك ازمه اقتصاديه وازمه ماليه عالميه وسبب فيها خيارات العالم الحر المتحضر واوصلنا الى هذه الحاله. نحن نطلب منكم مؤتمر حوار دولي لان كلنا علت اصواتنا الا ما يسلطون علينا الحروب مثل حرب لبنان مع اسرائيل، مثل حرب لبنان مع غزه، وقاومنا هذه الحروب باحتجاجات دوليه بمسيرات دوليه. وكل ما طلبنا بحقوقنا كشعوب حتى تحت الاستعمار تطبق علينا حقوق الانسان، يطبق علينا متطرفين ما يسمى باسرائيل الجديده مثل الوهابيه وغيرها. نطلب من سيادتكم ان نكون حوار عالمي وليس حرب عالميه مثل ما هو صار في الحرب العالميه الاولى والثانيه. والسلام عليكم. Monsieur Mélenchon, je peux vous dire deux petites questions. Tout d'abord, le bonheur de l'humanité et tout ceci a été mandaté dans les premières révolutions qui ont illuminé l'humanité, comme la Révolution française. Donc, c'était un mouvement qui a bien débuté. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire les différentes crises sous tous les différents aspects, comme l'aspect financier, l'aspect économique et tout ceci, c'était une métamorphose de cette révolution française ou c'est-à-dire révolution dans d'autres pays. Donc le problème, ce n'est pas le fondement, mais c'est le métamorphose de la société. Alors, qu'est-ce qui nous garantit que, par exemple, l'écosocialisme ne se développera pas dans un système qui est similaire au système libéral? C'est la première question. La deuxième question, ça concerne, c'est-à-dire, si on parle de l'écosocialisme, cet instant, ou plutôt dans ces temps-là, dans un monde qui est en pleine crise, les gens c'est-à-dire ça, vont voir l'écosocialisme comme une sortie de crise. Ce qui ne peut pas être ancré dans la conscience humaine. Et troisième chose, je veux juste vous rappeler que dans des civilisations arabo-musulmanes, on a vraiment vécu des vrais, c'est-à-dire un vrai éco-socialisme. On peut voir ça. Vous avez dit que l'une des raisons de l'échec de la social-démocratie, au temps de Helmut Schmidt, c'était qu'on considère que le profit d'aujourd'hui, ce sera les investissements de demain qui créera les emplois après-demain. Donc j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que vous faites du profit si vous considérez que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses? Que faites-vous des entreprises existantes qui produisent la croissance du profit dans votre système d'éco-socialisme que vous nous avez présenté aujourd'hui? Merci. Alors, tout d'abord, je vous dis bonjour, merci d'être venu. Donc, j'ai deux questions très brèves. Je me fais océanographie, et donc c'est plus orienté environnement, ou alors c'est socio-économique, mais c'est relié à l'environnement. Donc, la première question, c'est que proposez-vous pour, quand vous dites expansion humaine sur les océans? Donc, comment est-ce que vous voyez cela? La deuxième question, c'est une question écologique, mais aussi d'ordre socio-économique. Par exemple, il y a un gros problème à ce niveau-là. Par exemple, nous avons le cas du golfe de Gabès en Tunisie. Il y a un groupement chimique à ce niveau-là qui est en train de polluer la mer par du phosphogypse.
c'est-à-dire que c'était la niche écologique de la Méditerranée et c'est complètement détruit et c'est toute la Méditerranée qui a été lésée. Le problème à ce niveau, c'est que les gens n'ont pas une autre alternative, que ce soit pour travailler ou alors cette usine a une très grande importance à l'échelle économique tunisienne. Donc, globalement parlant, que proposez-vous? Donc, est-ce qu'il y a une alternative à ce genre de problème qui n'est pas que propre à la Tunisie? Merci. Bon, le dernier intervenant, ça y est. Il a des contraintes. D'accord. Je peux commencer? D'accord. Je commence par toutes les salutations. Mais j'aimerais bien poser une question depuis tout à l'heure. Donc, par rapport à votre discours, parce que vous proposez comme projet d'écosocialisme, c'est vraiment une marée de nouveaux projets, donc, notamment avec l'exploitation des sources d'énergie durables telles que ce que nous proposent les océans, etc. Mais je demande vraiment par quel mécanisme on peut passer à la réalisation de ce projet-là. Est-ce qu'à travers ce que nous offre le système capitaliste, qu'on va passer donc, à la réalisation de ce genre de projet, ou bien on va passer à un système d'autogestion avec d'autres ressources militantes pour commencer à réaliser petit à petit ce genre de modifications sur le plan économique et social international. Deuxième question, donc, pour la même réalisation de ce projet éco-socialiste, on a besoin d'un appui politique. Et cet appui politique ne peut passer qu'avec une véritable démocratie. Mais est-ce que vous voyez, M. Mélenchon, qu'avec une démocratie dans laquelle on a la liberté de choisir ceux qui nous volent, ceux qui nous escroquent, ceux qui nous tuent, qu'on peut réaliser donc, une révolution internationale? Merci. Je vous remercie pour votre intervention. Donc je passe la parole à M. Mélenchon. Désolé de frustrer nos amis des interventions qu'ils voudraient faire. D'autant que j'ai parfaitement compris que certaines interventions ne sont pas des questions, mais des interventions que je respecte tout à fait. Vous ne m'entendez pas? Hein? Ici, ça ira mieux peut-être. Voilà. Alors je reprends. Je voulais d'abord m'excuser auprès de vous, ceux qui seront frustrés de ne pouvoir prendre la parole, puisque j'ai un dérouleur qui continue après cette réunion. J'ai bien compris que certaines de vos interventions n'étaient pas des questions, j'en suis mignon choqué, mais des interventions où vous souhaitiez communiquer avec d'autres dans cette salle, ce que je respecte parfaitement. Cependant, il y a eu des questions. J'ai craint un moment que personne n'ait rien compris à ce que j'ai dit, puisque plusieurs orateurs sont exprimés en arabe, ce que malheureusement je ne parle pas. Je dis bien malheureusement parce que je crois que je suis le premier de ma famille à ne pas le parler, c'est une grande faiblesse de ma part. Bon, enfin les autres ont l'air d'avoir compris ce que j'ai dit. C'est un grand réconfort pour moi. Je viens aux questions donc, que vous m'avez posées. D'abord, une question fondamentale m'a été posée en tout premier lieu, que fallait-il entendre par progrès humain? J'ai reconnu le fond de l'intellectuel, c'est une vraie question. Naturellement, il ne s'agit pas d'opposer l'idée de progrès telle que nous la sommes représentée dans le mouvement socialiste auquel j'appartiens, pendant de nombreuses générations de combattants qui plaçaient le progrès sur un terrain social d'égalité, de droits concrets, et pas seulement de droits formels. Donc pendant des générations, nous nous sommes battus pour des progrès sociaux, constatables matériellement, qui se constataient par les progrès de l'éducation des enfants, les progrès de la santé, les progrès de la répartition de la richesse. Donc il ne s'agit pas d'opposer cette forme de progrès à une abstraction de progrès moral, et je reconnais que mes accents lyriques peuvent parfois porter à confusion, et qu'on croit, je ne voudrais pas que vous croyiez que je voudrais opposer votre feuille de paye aux poésies. Hein. Non, il ne s'agit pas de ça. L'idée de progrès humain nous est venue comme un indicateur du développement de nos sociétés